Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Cessez-le-feu fragile au Soudan alors que cette trêve négociée par les États-Unis est entrée en vigueur depuis le 24 avril à minuit. Plus de 270 000 civils devraient fuir vers le Soudan du Sud et le Tchad. Le Tchad qui a par ailleurs invité les deux parties en conflit au dialogue. Prise de parole du président Alassane Ouattara face au Parlement en Côte d'Ivoire. Durant son discours, le chef de l'État a notamment mis l'accent sur un programme visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Programme estimé à plus de 1000 milliards de francs CFA. Et puis l'inauguration au Congo d'un centre d'excellence de recherche sur les énergies renouvelables. Un établissement qui doit permettre au pays d'exploiter ses potentialités, notamment en matière d'hydroélectricité. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le bilan s'alourdit après l'attaque du village de Karma au Burkina Faso. Le nombre de victimes a dépassé la centaine de personnes. Un précédent bilan faisait état d'une 60aine de morts. Des nouveaux chiffres divulgués ce 25 avril par un collectif de survivants. La porte-parole du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani, évoque quant à elle le décès d'au moins 150 civils. Rappelons que l'attaque a été perpétrée le 20 avril dans ce village situé dans la province du Yatenga au nord. À qui imputer ce massacre? Le procureur du tribunal de grande instance de Waïgouya, Lamine Kaboré, avait déclaré que les victimes, je cite, auraient été tuées par des personnes arborant des tenues des forces armées nationales. Une enquête a été ouverte. Au Soudan, un cessez-le-feu fragile de 72 heures est entré en vigueur depuis ce 24 avril à minuit. Un cessez-le-feu négocié par les États-Unis et conclu entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Une accalmie annoncée alors que les affrontements perdurent depuis le 15 avril. Gladys Mamba. Après 10 jours de combats meurtriers, une trêve semble se profiler au Soudan. Les deux parties en conflit, à savoir l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Hemedti, ont accepté un cessez-le-feu de 3 jours, décrété le 24 avril, sous la médiation du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Après d'intenses négociations ces dernières 48 heures, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, FSR, ont accepté de mettre en œuvre un cessez-le-feu dans tout le pays à compter de minuit le 24 avril, devant durer 72 heures. Cette trêve, entreprise sous médiation américaine et confirmée par les forces de soutien rapide du général Hemedti, est dédiée à l'ouverture de couloirs humanitaires et à la facilitation du mouvement des civils, telles que notamment les opérations d'évacuation des ressortissants étrangers mises en place par plusieurs chancelleries occidentales. Cette trêve devrait donner lieu à un dialogue sur les modalités d'un cessez-le-feu définitif, un souhait formulé par la communauté internationale. Nous poursuivrons nos efforts avec nos partenaires pour obtenir un arrêt définitif des combats dès que possible. En collaboration avec les organisations humanitaires sur le terrain, nous reconfigurons notre présence au Soudan pour nous permettre de continuer à soutenir le peuple soudanais. Soyons clairs, l'ONU ne quitte pas le Soudan. Notre engagement est envers le peuple soudanais, à l'appui de ses souhaits d'un avenir pacifique et sûr. Nous sommes à leur côté en ces moments terribles. Ce nouvel accord de cessez-le-feu de 3 jours reste fragile car depuis plusieurs jours, chaque trêve décrétée a été brisée malgré l'acceptation par les deux camps d'une cessation temporaire des hostilités. Ce conflit a poussé à l'exode des milliers d'habitants de la capitale Khartoum depuis le 15 avril. Selon le dernier bilan dressé par l'Organisation mondiale de la santé, ces combats ont déjà fait plus de 420 morts et 3700 blessés. Et sachez que ce mardi, 2 obus ont touché un centre médical de la ville d'Omdurman. Le bilan fait état d'une vingtaine de blessés. Et alors que les tensions persistent au Soudan, les civils en payent un lourd tribut. Face à ces violences qui ont fait plus de 400 morts, les Soudanais ont été contraints de fuir vers les pays voisins. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime que jusqu'à 270 000 personnes pourraient venir trouver refuge au Soudan du Sud et au Tchad. Le Tchad qui a par ailleurs invité les deux parties en conflit au dialogue. Corinne Kamzouyoni.
Au Soudan, les affrontements se poursuivent alors que la communauté internationale a négocié un cessez-le-feu de 72 heures, activé aux premières heures de ce mardi 25 avril, pour la création de couloirs humanitaires et tenter de faire asseoir les deux chefs militaires en conflit. Dans le même temps, le Tchad, dont une rumeur distillée par certains supports médiatiques indiquait son implication dans le conflit aux côtés d'un belligérant, n'a pas tardé pour démentir ce que les autorités tchadiennes qualifient d'informations erronées. J'ai écouté ou j'ai vu dans les réseaux sociaux une soi-disant dépêche venant d'une chaîne respectée, Al Jazeera, qui dit que de sources diplomatiques tchadiennes, on avait appris que le Tchad a pris position pour tel ou tel. Je voudrais démentir de la façon la plus solennelle possible, dire que c'est une information erronée et c'est dommage qu'une chaîne comme Al Jazeera puisse être le relais d'une telle information, à moins qu'elle me dise de quelle source diplomatique elle a obtenu cette information erronée. Je déplore en tout cas cela. Depuis le début des violences du 15 avril, les sources humanitaires informent que plus de 20 000 personnes se sont déjà réfugiées. Du côté du Tchad, un effectif qui pourrait se multiplier par 6 au moins dans les jours à venir. Plusieurs combattants tchadiens sont actifs au Soudan, pays qui partage avec le Tchad 1360 km de frontières terrestres très poreuses, avec notamment la région soudanaise du Darfour. Le président de la transition au Tchad, le général Mahamad Idriss Déby, a, à l'occasion de la récente fête du Ramadan, invité les deux chefs militaires soudanais à dialoguer pour éviter le pire à leur pays. Du haut de cette tribune, je réitère mon appel à l'endroit de toutes les parties belligérantes soudanaises à mettre un terme à l'affrontement et à privilégier la voie du dialogue pour parvenir à une issue pacifique à la crise qui secoue ces pays frères et voisins. Plusieurs observateurs craignent que la persistance des affrontements au Soudan n'affecte le Tchad qui va devoir faire face à une nouvelle pression humanitaire et sécuritaire. Le général Abdel Fattah Abdelrahman Al-Bourhan dirige le Soudan et l'armée nationale depuis le putsch de 2021 et son adjoint, désormais rival, le général Mohamed Abdan Daglo dit Emeti, commande les forces de soutien rapide. Les deux sont en conflit suite au désaccord sur les modalités de fusion des deux forces sécuritaires. Avec la persistance des combats, plusieurs pays ont appelé leurs ressortissants à quitter le Soudan. Dans l'actualité également, le discours du président ivoirien Alassane Ouattara face aux parlementaires réunis en congrès. Ce 25 avril, le chef de l'État est venu dresser un bilan de ses actions. Sécurité, cohésion sociale, santé ou encore projection économique étaient notamment au cœur de son discours. À ce propos, le dirigeant ivoirien a divulgué des chiffres encourageants, chiffres selon lesquels le taux de croissance du PIB est projeté cette année à 7,2%. Autre point phare de son discours, le président a évoqué la mise en œuvre de ce qu'il qualifie de plan Marshall pour la jeunesse. Ce programme doit s'étendre sur la période 2023-2025. Objectif, favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Je vous propose de l'écouter. J'avais indiqué au Premier ministre et au ministre Touré que mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré, c'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. La mise en œuvre de cet ambitieux programme sur la période 2023-2025 est évaluée à plus de 1118 milliards de francs CFA et il permettra d'offrir des opportunités et de toucher près de 1,5 million de jeunes dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle. C'est donc un véritable plan Marshall pour la jeunesse qui sera mis en œuvre pour celles et ceux qui sont l'avenir de la nation. L'actualité, c'est aussi le rétropédalage de l'Afrique du Sud après les propos du président Cyril Ramaphosa.
Ce 25 avril, la présidence a souhaité clarifier le fait, je cite, que l'Afrique du Sud reste signataire du statut de Rome. Une clarification survenue après la conférence de presse de l'ANC, le Congrès national africain. Quelques heures plus tôt, le chef de l'État avait en effet indiqué, je cite, « Le parti au pouvoir a tranché, estimant prudent que l'Afrique du Sud se retire de la CPI ». Une erreur de communication, estime la présidence, en lien avec le mandat d'arrêt émis par la juridiction à l'encontre du président Vladimir Poutine. Le chef de l'État russe qui devrait justement se rendre en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS prévu au mois d'août. Et en tant que membre de la Cour pénale internationale, Pretoria est censé procéder à son arrestation s'il foule le sol sud-africain. Le Congo poursuit ses efforts en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Les autorités ont inauguré le 23 avril un centre d'excellence de recherche sur les énergies renouvelables. L'établissement est situé à Oyo, dans le département de la Cuvette. Coût estimé de ce chantier environ 24 millions d'euros. Un sujet de la rédaction. La République du Congo renforce ses capacités à faire face aux effets du changement climatique. Les autorités ont procédé à l'inauguration d'un centre d'excellence en énergie renouvelable le dimanche 23 avril dans la ville d'Oyo, dans le département de la Cuvette au nord du pays. L'inauguration de ce centre procède de l'engagement de l'État congolais à remplir les objectifs de développement durable et à faire face au changement climatique. L'inauguration de ce centre va permettre à notre pays d'entreprendre non seulement la recherche fondamentale, la recherche appliquée, c'est-à-dire de trouver les moyens de pouvoir apporter des réponses aux questions que les sociétés se posent, notamment dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Le coût des travaux du Centre d'excellence d'Oyo, visant le développement des recherches appliquées dans le domaine des énergies renouvelables, est estimé à 24 millions d'euros, soit plus de 15,7 milliards de francs CFA. La recherche que nous allons pouvoir produire à Oyo sera une recherche de qualité. Nous avons fait en sorte que non seulement les installations, les équipements et aussi l'expertise qui va pouvoir y être déployée correspondent aux normes prescrites. Et pour cela, nous bénéficierons de l'expertise de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui va nous permettre, effectivement, lors de l'opérationnalisation du centre, de faire en sorte que la certification du centre puisse être obtenue au niveau international. Fruit de la coopération entre la République du Congo, la compagnie pétrolière italienne Eni et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI, le centre d'excellence d'Oyo accueillera les étudiants, chercheurs, enseignants-chercheurs locaux et internationaux. Un mot de sport à présent avec la préparation des Jeux de la francophonie prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. En prélude à cet événement, une conférence de presse est tenue à Paris ce mardi 25 avril. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue. Bonjour Kamesh. José, que retenir de cette conférence de presse ? Oui, on peut dire que plusieurs acteurs de l'organisation de ces Jeux étaient présents au cours de cette conférence de presse. La directrice du comité international, Zena Mina, le directeur du comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kanja Jambo, des ambassadrices et notamment la basketteuse franco-camerounaise Diandra Tchatchouang, mais aussi la pongiste franco-camerounaise Sarah Anfou. Autre ambassadeur, Lilian Thuram, qui est intervenu avec un message vidéo, et le judo international était représenté par un expert et délégué technique Michel Huette et puis Andreas Sestkovic, expert en jonglerie, nous a fait une petite démonstration de sa panoplie et qu'il nous réserve pour Kinshasa. Alors, à l'occasion de ces Jeux, justement, le compte à rebours a commencé. Justement, le directeur nous dit 2 mots à ce sujet. En acceptant d'organiser les 9e Jeux de la francophonie, on a voulu qu'on puisse montrer au monde que la RDC est capable d'organiser des événements internationaux. Et donc la question de la sécurité est prise très au sérieux. Comme je l'ai dit tantôt, on prend toutes les dispositions, que ce soit nos services, que ce soit des agences privées que nous avons recrutées pour qu'une sécurité maximale soit assurée. Oui, le compte à rebours a commencé depuis la semaine dernière à Kinshasa et nous l'avons lancé au niveau international en organisant la première conférence de presse internationale
pour informer le monde entier et le monde francophone en particulier que Kinshasa est prêt à vous accueillir et à organiser une belle édition des Jeux de la francophonie. Particularité aussi de ces Jeux, il y aura un sport que le monde entier va découvrir. Oui, justement, si les concours culturels sont au programme, il ne faut pas oublier Kamèche, le programme sportif avec l'athlétisme, le basket, du foot, athlétisme du sport, judo, il y aura aussi les luttes africaines, tennis et cyclisme, mais un autre sport au programme, il s'agit du Zango, un sport déjà présent aux Jeux africains à Brazzaville, mais Kinshasa va renouer avec cette compétition du Zango. Écoutez sa particularité. C'était un jeu de jeunes filles dans les cours d'école, dans les rues, dans les quartiers. Un jeu qu'on retrouve à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mais aussi au Congo-Brazzaville. C'est un jeu des pieds. Il faudrait justement être prudent pour ne pas perdre en faisant le même pied que son adversaire. Il faudrait faire le pied contraire pour gagner des prix. Mais après, à force, le temps passe. Les femmes s'adonnent au sport. Le Nzango aujourd'hui fait partie des exercices sportifs faits pour les femmes. Les femmes s'adonnent au Nzango pour perdre du poids, pour réguler leur santé cardiovasculaire. Alors la République démocratique du Congo va justement présenter le Nzango lors de cette grande activité des Jeux de la francophonie qui vont se tenir à Kinshasa. Donc ça sera une occasion de découvrir cette discipline sportive. Voilà, Kamèche, des infrastructures importantes sont en cours de construction pour ces Jeux de la francophonie à suivre du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, en République démocratique du Congo, bien sûr. Merci beaucoup, José, pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.